Bonsoir à toutes et à tous pour un nouveau numéro inédit de Live and Let Live. Alors ce soir, l'actualité nous rattrape et je ne vais pas commencer l'émission tout à fait comme d'habitude. En effet, avec les annonces de ce soir, le moral n'est pas au beau fixe et en cette période qui ne prête pas à rire, et c'est le moins qu'on puisse dire, nous allons tout de même essayer de vous divertir avec notre espion préféré, car après tout, c'est aussi notre rôle, tout en se protégeant, évidemment. Masque sur le nez et sur la bouche, hein, c'est important. Gel hydroalcoolique régulièrement et le respect des distanciations sociales. Alors, si vous en avez assez des reports et que vous souhaitez voir mourir peut attendre, comme nous tous, le 31 mars au cinéma, il n'en tient qu'à vous et à votre comportement. Seule une vraie prise de conscience collective permettra à notre ami Guy Eloi de savourer la mort de Bond et ce, le plus tôt possible. Alors, ce soir, pour m'accompagner dans cette tâche difficile, dans le seul but de vous divertir, quelques fous ont pris le risque d'être présents à mes côtés, avec ce soir, comme d'habitude pour vous, la présentation des liveurs. Un liveur qui a souvent des rendez-vous très pressants, José Mora. Salut José. José. Un liveur plus adepte des couvre-chefs que des couvre-feux, Dominique Kiefer. Salut Dominique. Salut Dominique. Un liveur suisse qui aime aussi de temps en temps taper dans la boîte à chocolat, Emmanuel Michler. Salut Emmanuel. Salut Emmanuel. Je m'attendais à pire. Et pour terminer... Alors, moi, j'ose même pas demander. Ah ben justement, c'est ton tour alors. Allez, on y va. Et enfin, un liveur qui a ingéré plus d'ADN que les tubes à essai du professeur Raoult, Damien Nassiri. C'est moi. Salut tout le monde. En transition, pour travailler à distance, vous êtes prêts pour le confinement, messieurs? On fera avec. Je vais bosser. Moi, Je suis pas confiné. Je me oui, Emmanuel est en Suisse. Confiné. Ah oui, et Dominique, toi, tu vas être le confinement, ça te dit pas grand-chose vu que tu es quand même obligé de travailler, vu que ta profession. Oui, bah, si ce n'est que comme vous, je bringue pas, je peux plus bringuer le soir, hein, ou pas dehors en tout cas. Bah, on peut bringuer tout seul, hein. Moi, mais il faut se tenir à ces restrictions parce que sinon on n'en sortira pas. Eh ben oui, il faut s'en tenir et puis si on a envie de voir enfin No Time to Die, il va falloir s'y tenir à ces restrictions. Ça peut paraître banal hein, de le dire, mais... oui, mais il faut le dire, le répéter. Si une personne n'est pas convaincue, peut-être que de le dire dans les fans de James Bond, peut-être que ça va... Ouais, peut-être. Certains vont être touchés, pourquoi pas. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort, le dire. Même à notre petit niveau, ça peut apporter sa pierre à l'édifice et on doit le faire. Alors, nous allons essayer de passer quand même un excellent moment ce soir, et j'en suis certain, nous avons une invitée exceptionnelle en la personne d'Irka Boshenko. Alors, juste après le générique, vous aurez le plaisir d'entendre le titre C'est la merde, interprété donc par Irka Boshenko. Je vous dis à tout de suite, générique. Ce matin, j'en ai ma dose. Le monde a bien changé, fini la vie en rose, Carlos Ghosn s'est barré. Les frelons asiatiques, les manifs, les grèves, place de la République, ça sent pas l'aftershave. Misère, embouteillage, le pays confiné, gilets jaunes et retraite, nos petits vieux oubliés. C'est la peur, la psychose, c'est l'épée de Damoclès. Au train où vont les choses, mieux vaut serrer les fesses. C'est la merde, c'est la merde.
merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Mais quelle merde. Il y a de l'eau dans le gaz, tu peux crier MeToo, mijoter des belles phrases, les femmes meurent sous les coups. Dans la médiocratie, dossier classé sans suite, Weinstein n'a rien compris, plus de love on the beat, love on the beat, love on the beat. Un virus pandémique a fait monter la fièvre bactériopatologique, et tout le monde a la crève. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Océan de plastique et déchets nucléaires, trop de désastres politiques ont pollué l'atmosphère. Tous amoureux du fric, de l'amour sans affect, ça vous encrasse le cœur, purulent, abject. C'est la merde, c'est la merde. 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 C'est la merde. Eh, t'as pensé au PQ? Mais oui, je t'aime. Bonsoir Irka Boshenko, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un vrai plaisir. Alors Irka, avant de démarrer l'interview, je rappelle que vous êtes mannequin, actrice, chanteuse, auteur, compositeur. Vous avez également écrit pour de nombreux artistes connus et reconnus. Bref, tout ça pour dire, c'est la preuve que vous êtes une artiste complète et accomplie, Irka Boshenko. En tout cas, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir également. Bonsoir. Si je suis, oui, effectivement, une artiste accomplie, en tout cas heureuse de faire tout ce que je fais. Voilà, ça je peux le dire, oui. Eh ben, vous avez raison. Alors, évidemment, dans Live and Let Live, nous sommes une émission en ligne, la première émission en ligne 100% de James Bond et 100% francophone. Alors, évidemment, on va vous parler un petit peu de Moonraker. Vous avez joué dans Moonraker de Lewis Gilbert en 1979 avec Roger Moore dans le rôle de James Bond. Alors, sans transition, première question, et d'ailleurs, c'est moi qui vais vous la poser. Alors, comment s'est passé le casting de Moonraker et comment avez-vous eu envie, ou pas d'ailleurs, de jouer dans un James Bond? Étiez-vous fan? Connaissiez-vous les films ou le personnage? Ça fait beaucoup de questions en même temps. Alors, je vais essayer de répondre. Oui, effectivement, je connaissais parce que j'avais des copains, parce que moi j'étais très très jeune, et des copains qui étaient déjà red dingue de James Bond. Donc, je connaissais par eux. Être fan, on peut pas dire que j'étais fan parce que je pense que c'est surtout les hommes à l'époque qui étaient fans. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Après, donc alors le casting. En fait, j'étais déjà mannequin, donc j'ai travaillé dans une agence de mannequins qui m'a conseillé d'aller me présenter. Donc j'ai rencontré Margot Capelier. Mais il est vrai que à la base, moi, j'avais postulé pour le premier rôle et le deuxième rôle. Et Margot me dit non, me regarde et me dit écoute, tu es trop jeune. C'est vrai qu'à l'époque j'étais très jeune. Tu feras super bien l'affaire. Blonde Beauty, c'est fait pour toi. Et moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu réticente parce que j'avais vraiment postulé pour ces autres rôles.
Mais elle a réussi à me convaincre et donc voilà. Donc j'ai accepté ce rôle de Blonde Beauty et c'est vrai que c'était une expérience assez extraordinaire parce que à la fois que je répète j'étais très jeune, mais à la fois cette production monumentale. C'est la première fois qu'en France on voyait ce genre de production. Moi j'avais déjà eu l'habitude de voyager un peu dans le monde entier, mais ça je l'ai jamais vu à ce point-là et c'était juste extraordinaire. C'est vrai. Et petite question subsidiaire, vous aviez quel âge à l'époque? Ah, je sais que ça ne demande pas une femme. en fait, j'étais jeune et je dois avouer aussi qu'en fait, je crois que je suis la plus jeune de toutes les James Bond girls que j'ai pu connaître, que je peux connaître jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ayant joué dans un James Bond, je crois que j'étais vraiment la plus jeune. D'accord. Je ne dirai pas mon âge. Mais vous avez raison, excusez-moi. Est-ce que je vous demande votre âge? Oui, mais depuis 79, il y a prescription maintenant. Bon, d'accord. José, à toi. Alors justement, puisque vous disiez, Irka, que le tournage était quelque chose d'impressionnant, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France, quel est le souvenir le plus marquant que vous ayez par rapport à ce tournage, et en particulier, quelles étaient vos relations avec Roger Moore? Comment s'est passé les relations avec cette immense star que était Roger Moore à l'époque? C'est-à-dire que des moments intenses, j'en ai eu énormément parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de tourner évidemment à Paris. Je suis allée au Guatemala, je suis allée aussi en Argentine, au Brésil et à Venise. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments assez forts. C'est vrai qu'en Argentine, quand on s'est retrouvés en sueur, il faisait je ne sais combien de degrés, avec l'humidité ambiante, on était assez proches, quoi. C'est vrai il y a eu des moments assez magiques. Ensuite à Venise également, où à un moment donné il posait pour moi, j'avais un appareil photo, j'écoute Roger, tu peux poser pour moi, et il s'est mis dans la gondole là, qui roulait en plein sur la place, il s'est mis à faire sa canaille, quoi, cette petite canaille super mimi, et j'ai d'ailleurs toujours ces photos que j'ai gardées bien précieusement. Donc c'est vrai qu'il y a plein de moments assez émouvants. Roger Moore était quelqu'un, moi je le dis toujours, déjà c'est mon James Bond préféré, I'm sorry, but c'est le cas. C'est quelqu'un vraiment que j'estimais énormément parce qu'il était à la scène, sur scène exactement, enfin à l'écran exactement comme dans la vie. C'est un vrai gentleman, une vraie gentillesse, une vraie authenticité en fait. Voilà. Et c'est vrai que pour moi c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie et surtout aussi par ailleurs. On verra par la suite l'autre projet que j'ai fait. Et donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs moments assez forts. Et question subsidiaire en ce qui me concerne aussi, si vous deviez qualifier en un mot les plateaux de tournage de Boulogne et d'Épinay. Mais c'était grandiloquent, quoi. C'était et ce qui était très drôle, c'était en fait de se retrouver, d'être au Guatemala, etc. Et d'un coup, de se retrouver dans les studios d'Épinay avec la jungle. Et tout. C'était juste impressionnant. Effectivement, à l'écran, on voit rien, mais c'est vrai que quand on le vit, c'était impressionnant. Alors, bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Je crois que tu as une question. Absolument, j'en ai même plusieurs, mais on va commencer par une, Irka. Est-ce que vous pourriez nous dire les directives que vous a données Lewis Gilbert pour interpréter votre personnage? Comment il concevait votre personnage et vous, comment vous avez donné vie à ce personnage? Avec quelle idée en tête? C'est-à-dire qu'à la base, c'était très drôle parce que c'est vrai que c'est une anecdote que j'ai rarement racontée. Alors je pense que je l'ai jamais racontée. Au départ, Lewis Gilbert demande au maquilleur et à la coiffeuse, coiffeur-maquilleur, de me faire un genre de truc un peu hors du commun, etc. Et donc, devant la glace, ils ont commencé à me préparer, mais d'une façon absolument extravagante, avec des trucs sur la tête, enfin quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand une fois que j'étais prête, je vais sur le plateau et là d'un coup Lewis Gilbert il a failli s'écrouler en me voyant parce qu'en fait pour lui c'était pas du tout ce qu'il recherchait. Voilà, donc lui il aimait la simplicité, en fait il voulait que je reste en fait moi-même. Donc c'est vrai que j'ai un rôle où j'amène Roger Moore
dans un piège, etc. Un petit rôle sympa. Donc, en fait, il me demandait d'être juste naturel et rien de particulier. Quelque chose de sobre, quoi. De sobre, oui, tout à fait. D'ailleurs, il nous a fait enlever d'ailleurs tout ce que j'avais dans les cheveux, etc. Et donc après, l'apparence que j'ai dans le film, elle est comme ça. Mais au départ, c'est vrai que c'était carrément autre chose. J'avais vraiment autre chose sur la tête. C'est trop marrant. Oui, donc lui, il aimait la sobriété et le naturel. D'accord. Alors, et c'est amusant parce que il vous a donné ces consignes-là et on a l'impression dans le film que toutes les drag girls sont sous l'emprise d'un gourou, comme si on vous avait donné beaucoup de consignes d'interprétation. Et puis finalement, la direction de Lewis Gilbert était la bonne parce qu'avec ces simples consignes, du coup, ça ressort très bien à l'écran, quoi. Ben, oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, personnellement, c'est vrai que je devais l'attirer. Donc, quand on va attirer un homme, on le fait d'une certaine façon. Donc voilà, tout simplement, j'ai essayé de faire comme je le ressentais d'une manière un peu naturelle. Bon, c'était mon naturel à l'époque, en tout cas. D'accord. Alors, Emmanuel, toi aussi, tu as quelques questions et on va commencer par ta première question, hein, soyons logiques. Merci Mathieu. Bonsoir Irka. Question très simple. Combien de temps le tournage de Moonraker vous a-t-il pris? Mais c'est-à-dire que comme j'ai beaucoup voyagé, effectivement, c'était un contrat sur plusieurs mois, hein, parce qu'ils voulaient vraiment qu'on reste à leur disposition jour et nuit. Donc j'ai retrouvé dernièrement d'ailleurs les fiches de paie, c'était très drôle. Ouais. C'est donc sur plusieurs mois, ça nous a pris plusieurs mois. Enfin moi personnellement oui, parce que j'étais dans tous ces pays que je vous ai cités tout à l'heure. Vous avez dû voyager pendant le tournage, oui. Irka Boshenko. Damien, à ton tour aussi, tu as une question. Bonsoir Irka. Bonsoir à Damien. Donc du coup, je me demandais, il y a beaucoup de fans qui pensent qu'en fait, c'était vous la chef des Drag Girls. Donc je voulais savoir un petit peu votre vue là-dessus. Est-ce que c'était vrai? Comment vous avez vécu le rôle? Voilà. C'est vrai que Margot Capelli, c'est ce qu'elle m'a dit à la base. Et oui, normalement, entre parenthèses, oui, j'étais la chef. Je représentais toute ce groupe de personnes, d'êtres vivants qui devaient partir dans l'espace, la nouvelle génération de gens. Oui, effectivement, j'étais... oui. D'accord. Alors, Dominique... Pardon, Damien. Du coup, est-ce que ça se ressentait par rapport aux autres filles pendant le tournage ou pas du tout? C'était un rôle comme un autre Non, c'était un rôle comme un autre. Bon, après, il ne faut pas oublier aussi que moi, à l'époque, j'étais jeune et j'étais très, très timide. Je le suis toujours un peu, mais bon, un peu moins quand même. Hein, heureusement qu'on évolue. Mais donc, du coup, peut-être que j'étais toujours un petit peu retirée par rapport aux autres, mais c'était par timidité plus que par rapport à ce rôle. Voilà. Dominique, tu avais une autre question qui parlait de Richard Kiel. Absolument, parce que j'essaye de trouver un peu des questions originales qu'on vous a pas posées 1000 fois, Irka, sur Moonraker. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que vous avez dû côtoyer Richard Kiel, bien que vous apparaissez pas trop à l'écran avec lui. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Qu'est-ce que ça fait d'être à côté d'un type qui était quand même un des plus grands du monde, hein, à l'époque, 2,18 m. Ça doit être l'homme le plus grand que vous ayez rencontré dans votre vie, je pense. Qu'est-ce que ça fait d'être à côté d'une montagne pareille? Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Mais ce qui m'a beaucoup fait sourire, c'est qu'à un moment donné, il y a sa femme qui est venue sur le tournage aussi avec ses enfants. Et sa femme lui arrivait, je sais pas, enfin, c'était trop drôle. Mais il était d'une gentillesse exquise, il était d'une douceur incroyable. Donc c'est vrai que je me suis pas souvent retrouvée avec lui, mais en tout cas, le peu de fois où j'étais avec lui, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'était vraiment quelqu'un d'apaisant, de calme. Et qui était d'une gentillesse avec sa femme, avec tout le monde, mais aussi avec sa femme, ses enfants qui étaient venus sur le plateau. C'était très drôle. On en oubliait sa taille, quoi, finalement. Ah mais non, mais complètement. Bon, après, c'est difficile quand même d'oublier sa taille, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a rarement posée, mais quand j'y repense, oui, il était vraiment immense, quoi, vraiment. Et puis, en plus, tout allait avec, parce que des fois, il y a des gens qui sont très grands, mais très minces. Mais lui, il était vraiment imposant à tous les niveaux. Oui. Et évidemment, avec ses dents, en plus. Il y avait les mains, il y avait les... Enfin, il y avait tout était... Oui, complètement. Tout était
oui, aller avec sa taille, quoi. Déjà qu'à l'écran il était impressionnant, alors je préfère ne même pas imaginer en vrai. José, à toi. Justement, par rapport à la réponse que vous avez adressée à Damien concernant le statut entre guillemets de patronne des Drags Girls, est-ce que dans le scénario que vous aviez reçu, est-ce que votre personnage a un nom et un prénom? Parce que sur les fiches IMDb, Wikipédia, etc., il y a simplement votre personnage qui apparaît comme la représentante de la verrerie Vénini. Mais en fait, mon nom, c'était Blonde Beauty. D'accord. La beauté blonde, donc. Oui. Voilà, c'est ça, bébé. Blonde Beauty. Alors, beaucoup de fans s'intéressent à ce qui n'est pas visible dans la version finale du film, et ça intéresse beaucoup José. Oui, absolument. Et donc, je voulais savoir une chose par rapport à une séquence en particulier qui a été coupée probablement pour des raisons de censure ou par rapport à des normes, par rapport au classement américain, par rapport aux moins de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 15 ans. Et ça concerne une séquence de ce qu'on appelle la Love Chamber, c'est-à-dire une pièce sur le plateau d'Épinay qui était, semble-t-il dans le film, censée favoriser la création de cette nouvelle super race. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de voir ce plateau et de savoir si réellement des scènes y ont été tournées. Alors là, c'est vraiment une bonne question, mais malheureusement, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas vu. En tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ce plateau. Et j'en ai entendu parler, mais très très récemment. Donc, je ne peux absolument pas vous répondre à ce sujet. Alors, du coup, l'essentiel, c'est qu'on puisse se poser des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Et effectivement, le souvenir, il faut quand même rappeler que Moonraker a été tourné en 78 pour une sortie en 79. Alors on peut imaginer qu'il y ait certains souvenirs qui puissent un petit peu s'effacer. Oui, tout à fait. Alors, pour continuer dans le sens de cette question, avez-vous tourné des scènes qui n'apparaissent pas dans le film? Oui, je pense comme tout le monde. Effectivement, quand on est sur le tournage, on nous fait tourner, et au final, ce qui en reste à l'écran, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. Je me souviens plus vraiment, mais ce que je sais, c'est que j'ai été très très frustrée. Ouais. Mais je pense comme tous les comédiens, surtout quand en plus moi je débutais un petit peu, donc j'étais pas du tout au courant de ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'avais été, j'étais frustrée. Par rapport à tout ce qui avait été tourné, etc., tout ce qui avait été tourné. Oui, moi j'ai une toute petite expérience dans le cinéma, et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on peut tourner, même pour un court-métrage, effectivement, je comprends la frustration qu'on peut avoir quand on voit le résultat final. C'est toujours le problème. Damien, à toi, tu as une autre question. Oui, alors je voulais savoir les scènes de dialogue que vous avez eues. Est-ce que c'est vous qui après avez fait le doublage en post-synchro? Alors moi c'est vrai que en fait comme j'étais très souvent à l'étranger parce que je voyageais énormément par rapport à mon métier de mannequinat, donc non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Alors paraîtrait-il que ce serait la même voix que Emma Peel, mais ça je pense qu'il faut demander à quelqu'un que vous connaissez sans doute tous, Laurent Perriot. Oui, il nous suit d'ailleurs, il nous regarde. À la pause de Laurent. Direct. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, d'après ce qu'on peut savoir, ce serait Michel Montel, quelque chose, enfin cette dame-là qui m'aurait doublé en français. D'accord. Mais ce n'est pas sûr. À vérifier. François Justement pourra nous répondre là-dessus, lui qui est le spécialiste du doublage. Bien sûr. Laurent Perriot, François Justement, qui nous regarde d'ailleurs régulièrement. Damien, est-ce que tu as une réponse de Laurent pour l'instant? Non, pour l'instant, il y a Laurent qui m'a posé une question pour Irka, mais il n'a pas répondu, parce qu'à mon avis, il n'a pas encore vu la... Alors, la question de Laurent pour Irka, on la posera à la fin. Emmanuel a une question. Oui, qu'en était-il de la promotion mondiale, respectivement européenne du film? Est-ce que c'était contraignant ou est-ce que... En fait, moi, c'est vrai qu'on est allé. Moi, personnellement, je suis allée donc aux premières à Londres, etc. Mais je n'ai pas fait la promotion. J'ai pas voulu la faire parce qu'à l'époque, dans ma tête, c'est vrai que j'avais beaucoup de travail par ailleurs. Donc, pour moi, je n'avais pas le temps de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Mais il paraît que celles qui l'ont fait ont été ravies de le faire. Et, toute l'Amérique du Sud, etc. Il paraît que c'était assez grandiose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que je l'aurais fait. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait à l'époque. D'accord.
Il faut pas avoir de regrets, évidemment. Non, mais non. Ouais. Il y a des choses qu'on pourrait refaire aujourd'hui qu'on n'a pas fait il y a quelques années. Et effectivement, ça doit être sans doute une expérience exceptionnelle, cette promo. Dominique, oui. Tu as une dernière question et après on passe à notre autre sujet. Tout à fait. Alors, je me suis un petit peu intéressé à votre biographie. Donc, vous êtes partie toute petite de Pologne avec vos parents. En fait, je voulais vous demander si vous aviez gardé des attaches avec ce pays d'origine et si vous arrivez d'y retourner. Moi, je suis allé faire un petit tour à Cracovie cet été. C'est un pays qui m'a beaucoup plu. Et aussi, du coup, est-ce que ces influences slaves jouent-elles dans votre carrière musicale actuelle? C'est vrai que moi je suis partie très tôt, je suis très très peu retournée. Je devais y retourner avec mon papa, malheureusement il nous a quittés. Ma maman nous a quittés bien avant, donc du coup non, ça fait très très longtemps que je suis pas retournée. Mais forcément je suis de ce pays-là, donc ce sont mes origines. Le côté slave, je pense que je l'ai à fond, et dans mon écriture, dans ma manière d'aborder la musique, la vie aussi. C'est vrai que j'ai l'âme slave quelque part, oui. Et alors, du coup, pour terminer avec Moonraker, comment jugez-vous le film en tant que spectatrice? Mais je trouve que c'était un film, aujourd'hui, il est toujours, pour moi, il est complètement d'actualité. C'est un film qui n'a pas vieilli dans le fond. Et aujourd'hui, je pense que je suis même devenue fan de James Bond, en fait, avec les années. Oui, parce que c'est vrai que, comme je disais, à un moment donné, c'était surtout les hommes qui étaient intéressés. Et petit à petit, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui s'y intéressent aussi, et moi de la même façon. Donc, je pense que c'est un beau film. C'est très actuel et je pense que c'est l'un de mes préférés aussi. Bon, aussi parce qu'il y a Roger Moore et que j'adorais, évidemment. Oui, mais on adore tous Roger Moore et puis on salue sa mémoire parce que Sir Roger, encore une fois, vous nous manquez beaucoup. Absolument. Et puis il y a quelqu'un d'autre aussi, une personne dont j'aimerais parler, c'est Drax, Michael Lonsdale, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, qui était déjà un petit peu fatigué il y a 3-4 ans, et que j'ai croisé il y a une dizaine d'années à Marseille. On s'est retrouvés mais on s'était pas revus depuis Moonraker aussi, et on s'est croisés à Marseille dans un hôtel au bord d'une piscine. On s'est mis à parler de James Bond, etc. Et j'étais assez effarée aussi. Je trouvais que c'était quelqu'un d'extraordinaire aussi. C'est vrai que dans ces métiers, on a toujours tendance à dire que les gens sont extraordinaires, mais là, c'est vraiment pour de vrai, quoi. Et c'est vrai, il se souvenait de plein. On a évoqué des souvenirs qui étaient assez extraordinaires, alors qu'on me disait oui, Michael Lonsdale veut plus en parler, il veut plus avoir affaire. Alors que pas du tout, il était vraiment ravi qu'on en parle et tout. Donc c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel aussi. Donc voilà. Et un très grand acteur. Un très grand acteur. Avec une grande classe. Oui. Alors, vous êtes aussi musicienne, Irka Boshenko. Personne n'est parfait. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous êtes chanteuse, auteure. Et donc, j'ai une question. Eh oui, j'ai une question. Avez-vous toujours chanté? Est-ce que c'était votre rêve premier de faire de la chanson? Alors non, parce que mon rêve premier, c'était d'être astronome. Ah, mais vous avez réussi votre rêve avec Moonraker. Mais non seulement Moonraker, mais enfin, oui, c'est vrai, quelque part, oui, c'est vrai. Mais c'est drôle, parce qu'en fait, c'est vrai que je voulais être astronome. Mais je chantais beaucoup, tout le temps. J'ai toujours écrit, j'ai toujours beaucoup chanté. Et en fait, quand j'avais 14 ans, j'ai fait un petit concours de beauté, genre Rocket Magazine, Mademoiselle Ashton, ce genre de choses, de jeunesse, de jeunes. Et j'ai fait donc, le quart de finale, demi-finale, enfin finale. Et Claude François m'a repéré sur des photos et m'a fait venir dans son agence de mannequins. Et avec Claude, c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière à 15 ans. Donc Claude m'emmenait partout. À Marseille, donc c'est dans ses concerts, j'ai fait mon baptême de l'air avec lui, mon baptême de concert avec lui, et quand je l'ai vu sur scène, j'ai juste halluciné, quoi. Ça a été un électrochoc quand je l'ai vu. Donc à un moment donné, je suis même montée sur scène avec lui. Enfin bon, c'était assez impressionnant comme choc. Mais j'ai mis ça en sourdine pendant des années. Mais souvent, je chantais quand j'étais en séance photo, je chantais. Et un jour, un photographe me dit, mais attends, mais
t'as une super voix, pourquoi tu chantes pas? Pourquoi tu... Et je me suis dit, bon, bah, à force de me le dire, je me suis dit, bon, bah, il a peut-être raison, allons-y. Et donc après, j'ai tout laissé tomber, le cinéma, etc., pour y revenir plus tard. Mais donc j'ai tout laissé tomber pour la musique et j'ai commencé effectivement ma carrière d'auteur, compositrice et de chanteuse à ce moment-là. Mais c'est vrai que le déclencheur, quand j'ai vu Claude François, ça m'a juste comme ça. C'est Claude François qui a dirigé, qui a fait le déclic, un petit coup de Voilà. foudre artistique. C'est ça. Ça a été vraiment le déclic. Mais oui, Claude François sur scène, c'était quelque chose d'exceptionnel. En France, je crois qu'on n'a jamais vu un artiste aussi énergique, qui donnait autant à son public et aussi authentique, chiant, mais tellement fort, tellement costaud. Et c'est vrai que sur scène, il était remarquable. Alors, effectivement, bon, moi, je suis malheureusement trop jeune pour avoir pu voir Claude François en live, même si j'aime beaucoup Claude François. Sa musique, son énergie. Alors, et effectivement, vous le disiez, et puis on n'ira pas plus loin là-dessus, la légende dit qu'il avait un caractère assez spécial. On va revenir sur votre carrière de chanteuse et de musicienne. Et José, je te laisse la parole. Oui, justement, vous évoquiez votre carrière à la fois de chanteuse et à la fois de parolière. Et là, c'est un petit peu, entre guillemets, la question piège pour ce soir. Êtes-vous plutôt adepte des rôles à l'ombre ou à la lumière? Mais je pense que l'un est complémentaire avec l'autre. On peut pas, pour bien faire les choses, je pense qu'il faut faire les deux. Quand on est, pour être sur scène, il faut être sur scène pour savoir ce que le public aime et pour pouvoir l'écrire dans l'ombre. Enfin, je trouve que vraiment les deux me plaisent mais énormément. J'aime autant être sur scène qu'écrire pour moi, mais pour les autres aussi. J'ai vraiment adoré écrire pour beaucoup d'artistes. Donc j'aime les deux, vraiment. Mais c'est équivalent. Hein. Il n'y a pas vraiment un que je préfère. Alors, Emmanuel, à toi, tu as une question aussi sur la musique d'Irka. Oui, justement, vous avez écrit pour de nombreux artistes, chanteurs, chanteuses connus et reconnus. Je peux citer, je crois, Garou, Tina Arena, mais il y en a vraiment beaucoup, la liste est très longue. Et parmi toutes ces rencontres, laquelle vous a particulièrement marqué? Alors moi, c'est Mireille Mathieu. Enfin, j'en sais rien, mais... En tout cas, quand j'ai rencontré cette femme, c'est vrai que quand j'avais 10 ans, moi j'étais fan de Mireille Mathieu, et le fait de la retrouver des années plus tard et écrire pour cette dame, parce que c'était une grande dame dans le monde entier, pour moi, ça a été vraiment magique. Là, quand je l'ai rencontrée, on a énormément parlé, on a énormément échangé, et ça a vraiment été ça a été magique. Mes parents l'adoraient. Après, évidemment, écrire pour Gisèle Nati, j'ai aimé, pour Séverine Ferrer aussi, j'ai adoré. Mais vraiment, Mireille Mathieu, ça a vraiment été, ça a été grandiose. Alors justement, je veux rebondir là-dessus. Moi, il y a une question, j'aime bien les coulisses. Justement, comment se passe le processus créatif pour vos titres? Et deuxième question, dans la même question, jouez-vous d'un instrument? Alors moi, je joue un peu de guitare. Je travaille évidemment sur ordinateur parce que je travaille sur Pro Tools, qui est un logiciel de musique. Parce que je réalise aussi, j'arrange et je réalise. Donc oui, je suis un petit peu musicienne. Je suis pas virtuose parce que je laisse ça vraiment aux autres. J'échange beaucoup, donc j'ai des musiciens avec qui je travaille qui m'envoient par WeTransfer des choses et moi après, je fais ma tambouille à la maison. Après, je m'inspire beaucoup. Depuis des années de rap, j'adore le rap. Vous voyez, je parle de Mireille Mathieu, mais à la fois j'adore le rap, comme PNL, comme Medine, enfin plein de rappeurs que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve que leurs textes sont assez forts, assez puissants. Donc l'inspiration vient souvent de ces gens-là. D'accord. Et oui. beaucoup d'anglo-saxons. Je m'inspire aussi beaucoup d'anglo-saxons. J'adore à la fois Ed Sheeran, qui n'a rien à voir avec du rap, mais et mon maître, c'est j'en ai deux, c'est Elton John et Freddie Mercury. Voilà. Et justement, Rami Malek joue dans le prochain James Bond, lui qui a interprété le rôle de Freddie Mercury dans la biographie. Voilà. Et justement, je voulais rebondir sur les rappeurs parce que alors ça, c'est intéressant d'entendre ça. C'est intéressant parce que
il me semble, et je ne suis pas du tout spécialiste de musique, je ne suis pas plus musicien que le commun des mortels, hein. Il me semble que quand on est un artiste, il faut savoir aussi s'ouvrir sur beaucoup de styles et de s'inspirer de plein de choses différentes, ce qui permet de trouver sa personnalité. Et d'ailleurs, nous avons un fan. Nous avons un fan de Jul qui s'appelle Dominique, en rappeur. Hein, je crois que tu l'aimes beaucoup, Jul. Oui, non, Mathieu est ironique. Je suis taquin. Je ne veux pas être méprisant avec Jules. Je suis pas un grand. Je suis taquin avec Dominique. Dominique apprécie énormément la musique de Jules. On lui fait sa pub aussi. Damien, tu as une question sur la ligne de vêtements. Oui, alors d'abord, j'avais une question sur la musique. Juste pour finir, pour faire un peu le lien avec James Bond, quel regard vous portez sur les bandes originales des films James Bond? Parce que vous êtes quand même une chanteuse, donc du coup, vous avez peut-être un regard qui est un peu différent du nôtre, qui sommes juste des fans. Vous avez un regard peut-être un peu plus professionnel. Comment vous trouvez les bandes originales de la saga? Est-ce que vous en avez une préférée? Écoutez, moi, il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup, d'autres moins. Ce que j'en pense, j'en pense comme des millions de gens. Je pense que sans la musique, peut-être que la saga n'aurait pas la même tête, la même gueule, entre guillemets. Je pense que dans ce cas-là, la musique est hyper importante. Donc, est bien choisie. Je pense qu'ils ont pris un créneau qui leur correspondait vraiment bien. Voilà. Donc après, je suis fan de certains titres, beaucoup moins d'autres, mais je dis bravo, quoi, parce que c'est une belle réussite. D'accord. Et donc, pour la ligne de vêtements, du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous parler un petit peu de votre projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé depuis combien de temps, ce que vous faites? Ça fait, il n'y a pas très très longtemps. Je n'ai pas encore fini, en fait. Je cherche. Je suis en train de chercher. Mais c'est vrai que je fais les designs moi-même. J'adore. J'étais dans la mode aussi, donc je les portais. Mais aujourd'hui, j'ai envie aussi de fabriquer les choses pour les femmes. Donc, essentiellement des robes. Je suis vraiment pour la féminité parce que je trouve que, en plus, ça se perd un petit peu, je trouve. Et donc voilà, moi j'ai envie je vais persévérer un petit peu. Pour l'instant, on peut pas tout faire en même temps. Je suis vraiment axée dans la musique, mais dès que j'aurai un petit peu plus de temps, je vais continuer ma collection et aller dans ce sens-là. Mais voilà, très féminine, des choses très féminines et qui plairont beaucoup aux hommes, je pense. J'espère. Oh, mais ça, je n'en doute absolument pas une seconde. Irka, vous avez aussi fait une chanson, Irka et Roger Moore, chanson et reprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau donc, que vous avez enregistré avec Roger Moore? Happy Birthday, oui. Mr. Bond, j'essaye de mettre l'accent, dont une nouvelle version est prévue, d'après ce que me dit mon oreillette invisible. Oui, alors votre oreillette invisible vous dit vrai. Bon, c'est vrai, donc il y a 8 ans pour le 50e anniversaire de la saga, j'ai décidé en fait, de rentrer en contact avec Roger, que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Et donc je suis passée par Gareth Owen, son manager de l'époque. Et j'ai fait la demande. Écoute, Roger, voilà, t'es mon James Bond préféré. J'ai envie de faire un duo avec toi. Et 1 heure après, j'avais la réponse. Of course, Irka. Donc voilà. Donc j'ai écrit cette chanson Happy Birthday, Mr. Bond en hommage à la saga, mais à la fois à lui que j'aimais profondément. Et donc régulièrement, Roger me demandait, bon, tu en fais quoi de cette chanson? Tu la sors pas? Et moi, cette chanson, je l'avais uniquement faite pour les fan clubs. J'avais pas envie qu'elle aille plus loin, quoi. Et donc, mais je cherchais une équipe avec laquelle travailler pour faire des versions un peu différentes, un peu plus James Bondienne, une autre un peu plus club. Donc, je faisais des essais à droite à gauche avec des gens. Et puis un jour, j'ai rencontré à Londres Laurent Charc, avec qui j'ai fait donc ces 2 nouvelles versions que vous allez entendre très prochainement. Et la chanson est devenue Love You Forever, Mr. Bond, puisqu'en fait, mais malheureusement Roger nous a quittés. Donc j'ai vraiment décidé, parce que c'est vrai qu'il me posait la question régulièrement, oui, de faire ces 2 versions en son honneur et pour lui. Et c'est vrai qu'on devait faire une soirée aussi spécialement conçue pour la sortie de ces titres.
le 12 décembre. Mais je pense que c'est très compromis. On va être obligé de remettre un peu tout ça un peu plus tard. Voilà. Et oui, Donc, oui. malheureusement, les festivités, les bonnes choses à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. depuis quelques mois, c'est compliqué de les réaliser. Ouais. Écoutez, on va vous faire écouter tout de suite votre titre. Tu seras un homme, mon fils, que toute l'équipe de Live and Let Live a particulièrement apprécié, je dois le dire. Et on se retrouve d'ici 3 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Je vois que tu portes des cicatrices, je vois que ton cœur est bancal. Je voudrais seulement t'aider, mon fils, à ne pas te faire trop mal. Dans toutes ces larmes, combien de haine, combien de sourires gelés. Faudrait pas que la vie te promène toujours du mauvais côté. Faudrait pas que la vie te reprenne tout ce qu'elle t'a donné. Je vois que tu portes des cicatrices, je vois que ton cœur est bancal. Tu seras un homme, mon fils, je le sais, quoi qu'il arrive. Tu seras un homme, mon fils, rends-toi positif. Tu seras un homme, mon fils, je le sais, quoi qu'il arrive. Tu seras un homme, faudrait pas que tu dérives. Je cognerai le ciel pour arrêter la pluie qui cache ton horizon. Accepte le miel qui manque à ta vie, ne me dis pas non. Tu es fier et d'un rouge impulsif avant que le rideau se baisse. Reprends ton souffle et dis-moi mon fils, dis-moi ce que tu cherches. Dis-moi ce que tu cherches. Tu seras un homme, mon fils, dans ce monde sordide. Tu seras un homme, mon fils, que mon amour te guide. Tu seras un homme, mon fils, pourquoi ces yeux humides? Tu seras un homme, je le sais, quoi qu'il arrive. Attiré par les flammes, ce diable que tu veux tenter, locataire de ton âme pour tes pensées. La vie ça décapite, une machine à broyer toutes ces fausses amitiés, machine à broyer qui brouille tes repères. Fais gaffe à la descente qui finit en enfer. Le terminus des rêves c'est la réalité qui finit en enfer. La réalité qui finit en enfer. T'es sur le bord d'une route qui nous mène nulle part, qui nous mène nulle part, et tu prends du retard. Ton cœur est plein de doutes, un fossé nous sépare, mais il n'est pas trop tard.
Eh bien, de retour dans Live and Let Live avec Dominique, Damien, José, Emmanuel et notre invité d'honneur, la sublime Irka Boshenko. Nous avons parlé de Irka Boshenko, artiste, musicienne, chanteuse. Nous avons parlé d'Irka Boshenko, actrice dans Moonraker. Nous sommes des fans de James Bond, donc il faut qu'on parle de Moonraker. On a besoin d'infos, Irka, et vous le comprenez bien. Nous allons partir maintenant sur d'autres questions. Moi, je vais commencer tout de suite. Entre Moonraker et aujourd'hui, estimez-vous qu'il y ait une évolution en termes de traitement scénaristique pour les Bond Girls dans les films de Carole Bouquet à Léa Seydoux, la dernière James Bond Girl française en date? Moi, je trouve que les mentalités globalement ont changé. Mais après, je n'ai pas l'impression. Il y a toujours eu dans les Bond Girls des femmes qui se battent ou des femmes soumises. Enfin, il y a toujours eu un petit peu ça, et je pense qu'il y a toujours la femme qui veut tuer Bond, la femme qui se fait séduire par Bond. Je crois que c'est surtout les mentalités, voilà, autour qui ont changé. Mais globalement, je n'ai pas l'impression que les femmes aient réellement changé dans la saga. Alors, je sais pas, qu'en pensez-vous, vous en pensez quoi? Moi, je réponds, j'aurais tendance à penser que les Bond Girls n'ont jamais été aussi cruches que certains journalistes veulent bien le dire. Qu'il y a eu des Bond Girls fortes dès le début des années 60, contrairement à ce qu'on peut dire. Et que c'est une légende qui a la vie dure, finalement. Il suffit de porter regard à Pussy Galore dans Goldfinger, de porter regard à Honest Child Rider, la première, Ursula Andress, avec son couteau à la ceinture. Il y a toujours eu des personnages forts, finalement. Alors, ils le sont encore plus maintenant. Mais c'était déjà le cas avant. Mais je pense effectivement. Après, c'est très juste ce que vous dites, c'est qu'en fait, les journalistes ont tendance effectivement. C'est une image effectivement, c'est une image qu'on nous met sur des étiquettes qu'on nous met de cruche, effectivement. Mais ça, ce sont les médias et les gens en général aussi. C'est l'image que l'on donne. Mais à la base, effectivement, oui, il y a toujours eu des femmes fortes et des femmes beaucoup moins fortes. Et j'aurais tendance à dire que ceux qui posent ces questions-là, je les soupçonne de ne pas avoir vu les films. Donc, mais c'est vrai que l'image, moi personnellement, elle m'a obligée à changer de nom en tant qu'auteur-compositeur aussi, parce que quand on était James Bond Girl, on sait pas chanter, on ne sait pas parler, on ne sait pas écrire, on ne sait pas composer. Donc voilà, c'est quand même une étiquette qui est difficile à porter quelquefois. Sans doute. Oui, effectivement, je rejoins Dominique sur les James Bond Girls. Moi, je trouve que dans la saga James Bond, mis à part les contextes d'époque, machistes, etc., peut-être du personnage, qui fait partie d'ailleurs de la définition du personnage, mais on ne peut pas dire que depuis 1962, il n'y ait pas eu des personnages féminins très fort. James Bond a toujours porté le personnage féminin vers le haut, quoi qu'en disent les... Mais je pense que quand même la femme, dans les James Bond, met en valeur quand même James Bond. Je veux dire, elle est quand même faite pour mettre en valeur l'homme. Ça, faut le reconnaître, même s'il y en a eu des fortes. Bien sûr. José, mais cela dit, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, et vous en êtes le témoin vivant quelque part. C'est vrai qu'il y a toujours eu des rôles de femmes fortes, mais c'est vrai que vous avez eu quand même la chance d'arriver à une époque dans la saga où il y avait un scénariste qui était vraiment pas féministe, mais vraiment très proche des grandes demandes des femmes. Je pense naturellement à Christopher Wood, qui a apporté énormément au rôle féminin à travers le personnage du Dr Goodhead dans Moonraker, ou un petit peu avant Dania Amasova dans L'espion qui m'aimait. Christopher Wood était vraiment quelqu'un de très très progressiste, et je pense que ça a profité à cette évolution. Et après, ça a permis de faire effet boule de neige avec l'apothéose atteinte dans Octopussy et les films qui sont arrivés bien après. Oui, tout à fait. Alors, bravo. On peut applaudir José, bravo pour cette analyse. Damien, tu as une question en rapport avec la saga? Oui, exactement. Irka, je voulais savoir quel regard vous portiez un peu sur la saga dans la globalité. Qu'est-ce que vous aimez? Comment vous avez vu l'évolution? Vous qui dites que vous étiez aussi une fan de James Bond, du coup, comment vous jugez la saga en global? Mais déjà, je trouve que c'est extraordinaire qu'une saga dure aussi longtemps. Jamais à l'époque nous aurions cru que ça irait aussi loin.
personne, hein, vraiment, hein, que ce soit Albert Broccoli ou donc c'est fabuleux. Le regard que j'ai, je trouve que il y a beaucoup de films qui se sont inspirés de James Bond. Je pense que c'est une saga qui a amené à beaucoup de niveaux. Et je trouve que souvent les fans sont même des gens, parce que vous savez, on a toujours tendance quand on est artiste, ah oui, les fans, mais je trouve que les fans de James Bond justement sont des gens hyper intelligents et super énergiques et voilà. Donc je pense que c'est une saga qui enrichit aussi, voilà, je trouve que c'est merveilleux que ça dure aussi longtemps et je pense que ça va encore durer. Ah mais oui. Oui. Il y a énormément à dire sur la saga de James Bond, il y a énormément de sujets à développer, et c'est vrai que c'est un vrai puits sans fond, la saga de James Bond, pour tous les passionnés et pour tous les fans, et il y a tellement de débats, tellement de choses à discuter, on pourrait parler des heures sur James Bond, des heures et des heures, des années et des années, il y a énormément de choses à dire, et je pense que c'est l'une des seules sagas qui permet cela. Emmanuel a une dernière question. Oui, James Bond Girl apporte une renommée internationale. N'est-ce pas finalement plutôt un piège, n'est-ce pas plutôt un frein qu'un tremplin? N'est-ce pas un peu à double tranchant? Mais c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Moi, j'étais obligée un petit peu de changer de prendre un pseudo en tant qu'artiste, interprète, auteur, compositrice. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant. Mais à la fois, quand je me suis réveillée il y a 8 ans, avec ce duo avec Roger Moore, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais contactée à Londres, pour des signatures. Mais je pensais que c'était une boutade. Je pensais qu'on me faisait c'était une boutade, que c'était une plaisanterie. Et quand j'ai réalisé, quand je suis allée à Londres, parce qu'on m'a invitée aux frais de la princesse, c'était super bien payé, etc., je me suis rendu compte qu'il y a toute une famille James Bond, il y a tout un truc, tout un univers que j'avais complètement perdu de vue parce que j'étais passée à autre chose. Et c'est juste merveilleux. C'est vrai qu'effectivement, et depuis, j'ai repris vraiment mon nom, j'ai repris mon identité comme à la base. Et c'est vrai que j'en suis fière. Et puis, oui, à la fois ça peut aider, mais j'ai souvent entendu parler quand même de la malchance des James Bond girls. On dit souvent que une femme qui a tourné dans un James Bond, en général, elle dégringole toute après. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Vous en pensez quoi? C'est pareil, c'est une question que je vous pose. Pour la majorité d'entre elles, c'est vrai, et certaines sont l'exception qui confirme la règle. On a Eva Green qui est en train de faire une superbe carrière outre-Atlantique quand même. Donc voilà, il y a quelques exceptions quand même, mais effectivement, on a par exemple, on voit un exemple récent, Bérénice Marlowe dans Skyfall, qui a un super rôle, qui joue très bien. Absolument, on n'en entend plus parler de Bérénice Marlowe, malheureusement. Donc elle a été frappée par la malédiction. Malheureusement, Bérénice Marlowe a été frappée par la malédiction. C'est une excellente actrice, je suis d'accord avec toi, et aujourd'hui elle est cantonnée à des séries B, voire séries Z de science-fiction. Oui, c'est bien dommage. Mais à côté de ça, on peut contrebalancer avec des actrices qui ont fait des carrières absolument énormes. Je pense naturellement à Carole Bouquet, je pense à Sophie Marceau. Mais Carole Bouquet, elle était déjà connue avant. Absolument, absolument. Et pareil pour. Et Sophie Marceau, oui. Pour Sophie Marceau, bien sûr. Donc c'est un peu différent. Olga Kurilenko, excusez-moi, elle a eu une très belle carrière après. Tout à fait. Je crois que c'est l'une des seules, hein, oui, effectivement. Oui, elle a tourné même avec Tom Cruise dans un superbe film de science-fiction. Ouais. C'est une star internationale, Olga Kurilenko. Elle a une très très belle carrière. Et pourtant, avant Quantum of Solace, qui est pourtant un épisode décrié de la saga de James Bond, c'est le moins qu'on puisse dire, elle a réussi à très très bien s'en sortir et à vaincre justement cette malédiction que vous évoquez. José, je te laisse la dernière question. Oui, alors, il y aura une question et ensuite une petite remarque comme ça en passante, gentillette. Béatrice Libert, il y a 15 jours, nous a avoué être partie du tournage en emportant le scénario. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez emporté des objets, des costumes, et éventuellement votre propre exemplaire du scénario? Non. Non. Rien du tout, rien. À part ma fiche de paye. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je pense que si mes parents n'avaient pas été là, je pense que j'aurais même pas la fiche de paye. Parce que mes parents gardaient précieusement tout ce que je faisais à l'époque. Mais
Non, à part les photos avec Roger, justement, à Venise aussi, ou de Gilbert, oui, de mince, Lewis Gilbert, etc. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas grand-chose. Et donc, pour terminer, et ça sera ma dernière intervention de l'émission, j'ai été frappé par la qualité du titre qu'on a projeté en début d'émission, un titre qui s'appelle C'est la merde, et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, comme il était d'actualité ce soir, comment vous est venue l'idée de composer un titre que je pourrais rapprocher quelque part un petit peu à ce que Jacques Dutronc écrivait dans les années 60-70, c'est-à-dire des textes capables de fédérer les masses populaires, parce que là vous êtes pleinement dedans, un texte qui parle quasiment à tout le monde, qui est relativement universel. Comment vous est venue l'idée de ce titre? L'idée de ce titre, c'était déjà c'est le merde, c'est le merde. Mais c'était tout simplement pendant le confinement. Et c'est vrai que c'est la merde, quoi. Je veux dire. Et j'ai un ami qui me dit c'est la merde. Je dis merde, effectivement c'est la merde. Bon, moi j'ai fait une chanson qui s'appelle C'est le merde. Et en fait c'est vrai qu'on a tout fait, à domicile, à la maison. Enfin bon, c'était trop marrant. Mais c'est un message aussi que j'ai voulu envoyer un petit peu dans les airs comme ça. Oui, c'est un titre à la fois qui soit il plaît énormément, soit il dérange énormément. J'ai voulu, oui, je pense que c'est la pensée universelle partagée à l'égard de la situation actuelle, tout simplement. Alors, nous allons faire un point sur les réactions des internautes, parce que oui, nous ne l'avons pas fait depuis le début de l'entretien avec Irka Boshenko, mais nous sommes bien en direct. Et donc, Damien, je te laisse faire l'intervention des internautes. Beaucoup de messages. Donc déjà, il y a François justement qui a, par rapport au doublage, la question qu'on avait posée, lui, il pense bien que c'est Michel Montel qui vous a doublé. Oui. Il va quand même vérifier parce qu'il a un petit doute, mais pour lui, c'est sûr quasiment. Et après, globalement, on a répondu quasiment à toutes les questions que les gens ont posées, parce qu'en fait, toutes les questions qu'on a posées correspondent à peu près à ce que les gens ont dit. Ici, il y a notre ami Paul François. On salue. Qu'on retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. Qui dit, est-ce que vous auriez rêvé un jour de faire la bande originale d'un Bond, en tant que chanteuse, bien sûr? Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, en secret, c'est vrai que cette chanson Love You Forever, Mr. Bond, je pense qu'elle aurait été géniale pour la bande originale du film. Franchement. Évidemment, ce serait un rêve, oui. Enfin, un rêve peut-être, oui, j'adorerais, oui, vraiment. Écoutez, non, parce qu'après toutes les autres questions, on les a vraiment posées, hein, donc je fais le tour de toutes les questions, mais on a vraiment posé toutes les questions que les c'est rassurant, c'est rassurant, ça veut dire qu'on est complet et qu'on englobe toutes les questions que peuvent se poser les fans de James Bond et les internautes, les fans d'Irka Boshenko, les fans de Moonraker. Et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier, Irka Boshenko, merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez passé un beau moment dans cette période difficile avec nous et nous en tout cas, je pense. Très délicieux. C'était vraiment délicieux. Vous avez été adorables. Merci à vous vraiment. Et écoutez, je prenez soin de vous, hein. Évidemment. Et vous aussi. Également. On va essayer. On va essayer. Et puis, bon courage à tout le monde, hein, parce que je pense qu'on en a besoin en cette période assez compliquée. On ne sait pas trop où on va, mais bon, voilà. Vive la musique, vive les James Bond, vive les films, hein, et puis vive vous. Voilà. Et on essaye de faire vivre la mémoire de James Bond et même la mémoire Guy Eloi, qui est un anti-mort de James Bond selon les rumeurs dans le prochain James Bond. Donc je ne vais pas dire faire vivre la mémoire de James Bond, mais faire vivre James Bond, faire vivre l'univers. Et on en discute, il y a énormément de choses à dire. En tout cas, merci Irka Boshenko. Et j'espère vous dire à bientôt dans Live and Let Live. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Ciao.